Nous sommes au cœur des Grands Blancs de Bourgogne, en Côte d'Or, qui porte son nom avec la couleur que les vignes prennent à l'automne, au lever du soleil. Il est très tôt, tout le monde dort. Je suis sur une parcelle du Grand Montrachet, devant lequel il est coutume de se mettre à genoux. Et je vais prélever un échantillon discrètement, sans que personne ne le remarque, de la terre de Montrachet, juste avant d'aller retrouver Olivier Leflève, qui est né ici, un peu plus bas, à Puligny-Montrachet. Et à mon avis, du Puligny-Montrachet, il devait en avoir forcément un petit peu dans son biberon, étant enfant, compte tenu de la réussite de ce grand monsieur du vin qui propose à travers le monde ces grands crus de Chassagne et de Puligny-Montrachet, Criot, Bâtard, Montrachet, Chevalier, Montrachet. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de ce grand monsieur du vin pour y voir plus clair sur les parcelles de grands crus de Bourgogne blanc. A tout de suite. Ça, c'est de l'or. Que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir pas fait d'autres abus. Tellement t'es belle quand je bois, ce que t'es belle quand j'ai bu, je regrette de n'avoir. Ah, mais je savais que vous seriez ici dans le Grand Montrachet, en train de Bonjour, piquer un peu de terre. Bonjour. On t'a pris la main dans le sac. Oui, bon, Si, si. c'est du vin. C'est du vin. Oui, non, enfin, pas n'importe quel vin. Quand vous prenez de la terre comme ça, c'est vous prenez de la surface du sol. Or, ce qui serait encore plus important, c'est que vous alliez fouiller à 30-40 mètres de profondeur. Et là, vous comprendriez la diversité des sous-sols qui fait la variété, la diversité de la Bourgogne. Justement, on peut remarquer toute la différence des parcelles. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les appellations, ces parcelles avec des noms magiques? Alors, un peu plus bas, il y a le Bâtard Montrachet, qui lui-même est divisé en Bienvenue Bâtard sur Puligny, Bâtard Montrachet et Criot Bâtard Montrachet tout au bout vers Chassagne. Tout ça, c'était sur des grands crus. Là, vous avez entre les deux murs le Montrachet. Ce qu'il a pris comme terre. Mais surtout là où on se met à genoux. Et puis en dessus, vous avez les Chevaliers Montrachet. Et derrière nous, sur votre droite, vous avez donc les premiers crus, où là, il y a les Demoiselles, toute petite parcelle minuscule. Vous avez après les Caillerets, les Folatières, les Pucelles, les Combettes, etc., etc. Et là, il y en a 16 premiers crus en Bourgogne. Mais tous ces noms, justement, il y a des petites anecdotes. Les Pucelles, les Chevaliers, les Demoiselles. C'est sûr que c'est des noms qui remontent à de très anciens temps, mais ça a aussi une connotation qui fait que, vous voyez, le mot bâtard, le mot pucelle, le mot chevalier, tout ça, il a dû, à mon avis, se passer des choses dégoûtantes dans le temps pour qu'il raconte ça. Bon, je vais poser mon sac de terre juste derrière. Alors Olivier, en arrivant, vous m'avez dit qu'un de vos rêves, c'était d'avoir une demoiselle. Une demoiselle ici, à Montrachet. Je réponds pas. Non, vous répondez pas. C'est vrai que j'aurais aimé avoir plus de pucelles, plus de Montrachet, plus de chevaliers Ouais. en surface. Mais les Demoiselles qui sont juste derrière nous, c'est une petite particularité de cette vigne. C'est presque un grand cru, c'est quand même classé premier cru. Pourtant, ça mériterait d'être grand cru. Et c'est là où le sous-sol du Montrachet déborde un peu sur les premiers crus. Et ces 12 rangs que vous voyez derrière nous, ben, ça s'appelle les Demoiselles. Et ça, c'est évidemment, je ne suis pas propriétaire de Demoiselles à mon grand regret. Je crois Delphine que les parcelles d'Olivier Leflève sont Ils sont un petit peu plus un peu loin. par là-bas, juste derrière. On peut y aller si vous On y voulez. va, comme ça vous nous, On vous suit. raconterez l'histoire de votre famille. D'accord. Donc là, on arrive sur votre parcelle de Montrachet. Oui, c'est une parcelle, tout ce qui a Puligny d'ailleurs, c'est une parcelle familiale puisqu'on est propriétaire de vignes depuis à peu près quelques siècles, 1635. Il y a toujours eu un ou deux volontaires pour continuer le travail de ce qu'ont fait nos ancêtres. Et d'ailleurs, nos ancêtres nous ont appris beaucoup de choses. Donc, je vous rappelle que la classification des vignes ici, c'est fait par les moines. Ouais. Donc, imaginez-vous dans un monastère, 100 femmes déjà, c'est pas drôle, prier toute la journée, ils avaient besoin d'une distraction. Donc, ils ont dégusté les vins. Et c'est en dégustant les vins qu'ils ont fait la classification grand cru, premier cru, village, etc. Et depuis, on a fait des carottages, donc on a regardé les sous-sols et on s'est aperçu qu'ils ne s'étaient jamais trompés. Les grands crus sont toujours plus intéressants que les premiers crus, qui sont toujours plus intéressants que les villages. Alors, ce qui est important pour nous, néophytes, c'est de comprendre la différence qu'il y a entre le Grand Montrachet qui est ici. En face, nous avons le Bâtard Montrachet. Quelle est la carte d'identité, quelle est la spécificité de chacun de ces deux très grands vins? Nous, c'est ce qu'on appelle un climat, c'est-à-dire c'est l'alliance entre un sous-sol, qui est différent partout, qui a des caractéristiques de calcaire et d'argile différents,
Donc c'est l'alliance de ce sous-sol avec un cépage. Il faut que le cépage colle bien avec le sous-sol. Et en plus la météo évidemment, puisque la maturité du raisin, c'est quand même d'abord avoir beau temps l'été. Donc on va aller voir sur place, je vais vous expliquer un peu mieux. D'accord. Donc la différence de goût, la différence d'arôme, c'est lié à ça. C'est lié à la terre, c'est lié à la qualité de la terre, systématiquement. Je vous rappelle que le calcaire donne au vin la complexité, l'élégance, la finesse. Alors que l'argile, donc les terres plus lourdes, donne la puissance, donne l'épaisseur du vin, donne le gras du vin. Et donc voilà, c'est pour ça que le sous-sol correspond à un cépage et pas à un autre. C'est très différent. Même la couleur entre un Chassagne-Montrachet, un Puligny-Montrachet et un Meursault n'est pas tout à fait la même. À Chassagne-Montrachet, c'est plutôt du jaune, les vins blancs, c'est du jaune-jaune. Alors que dans Puligny, il y a des reflets verts, presque toujours dans le vin. Et à Meursault, il y a des reflets dorés. Donc voilà, 3 villages différents, 3 couleurs légèrement différentes quand le vin est jeune. Parce que vieux, tout est doré. Et combien de temps vous les gardez justement? Ben, on les garde, ça va dépendre de votre cave. Mais si vous avez une bonne cave, les chardonnays blancs de Bourgogne, ça se garde, moi je dis, entre 4 et 10 ans, suivant les années. Il y a des exceptions, on peut les garder 15-20 ans. Et puis dans les rouges, un peu plus longtemps. Mais c'est pas comme le bordelais où effectivement on peut garder les vins pendant des dizaines d'années. Alors il y a une manière effectivement de mieux comprendre la Bourgogne, les différents terroirs, les différents sous-sols, c'est de le faire avec un verre en main, et je vous propose d'aller déguster plusieurs vins, et on va voir les différences de goût grâce à tous ces climats différents. On y va. On y va. En dégustant. Donc ici c'est un endroit où on peut déguster un certain nombre de vins, en général les gens en dégustent une dizaine, une quinzaine, et c'est vrai qu'on a élargi le concept à les accueillir aussi bien pour un atelier à la vigne, pour visiter la vigne avec Guillaume qui est sommelier et qui est animateur, et aussi ça va lui permettre d'expliquer les terroirs, la vinification, puisqu'on fait un atelier dans la cave, mais aussi tout ce qui se passe en Bourgogne. Donc Olivier Leflève, on vous quitte donc ici. Merci pour votre accueil. Et j'ai un peu de terre de Montrachet dans la poche gauche. Je repars avec, ça porte bonheur. Ça, faut pas le dire, mais parce que le propriétaire serait pas content. Je l'ai pris chez vous. Je l'ai pas vous le dire. Les grands vins, regarde. Alors, fini de rire maintenant. Je vais vous servir Chassagne-Montrachet, Meursault et Puligny-Montrachet. 3 chardonnays, même millésime 2006 et même classification. Ces 3 vins-là sont des villages, ce ne sont pas des premiers crus ou des grands crus. Et en plus de ça, ils sont voisins. Vous savez que Meursault est situé 3 km au nord d'ici. Puligny, vous y êtes aujourd'hui. Chassagne, 2 km au sud. Même œnologue, même processus de fabrication, même matériel utilisé. Et même proportion de tonneaux neufs, on est autour de 15% pour ces 3 vins-là. Donc les différences que vous allez percevoir ne sont dues réellement qu'à l'effet terroir, c'est-à-dire à la composition des sols et rien d'autre. Alors ne vous attendez pas à trouver des vins complètement différents, mais si vous goûtez bien, vous allez sentir des nuances. Donc, je vais vous laisser goûter les vins et puis on parlera des arômes après. Alors monsieur, excusez-moi, ce verre-là n'est dédié uniquement qu'à l'eau parce qu'en fait on ne goûte pas très bien dans ces verres-là. Et je préfère que vous utilisiez les 3 verres que vous avez au centre. Merci madame. Ça change vraiment quelque chose au goût du vin. Alors écoutez, j'ai longtemps cru que c'était du snobisme, mais finalement je peux vous dire aujourd'hui que le récipient dans lequel vous allez goûter votre verre est très important. Vous pouvez remarquer que vous avez par exemple un bourrelet ici au sommet du verre. Ce bourrelet gêne excessivement la dégustation. Donc il vaut mieux essayer d'avoir des verres qui soient fins sur le top. Chassagne-Montrachet sur votre gauche, Meursault au centre, Puligny-Montrachet à droite. Très bien, je vais le mettre dans l'ordre. Une bonne dégustation à vous. Merci. Je vous en prie. Chassagne, Meursault au centre. Oui, Meursault au centre. Et Puligny, Tu Montrachet. mélanges les bouteilles déjà, Jean-Jérôme. Je fais ce que je peux. Déjà, ça va être dur de les différencier, mais si en plus tu les mélanges. Delphine. Chassagne. Alors là, enfin on touche au mythe. Un Chassagne-Montrachet à Grandinet. En Bourgogne, nous sommes ici à Puligny-Montrachet. Bonne dégustation. On devrait y voir plus clair. On criait au scandale quand je leur ai dit ça. Je les invitais donc à venir très vite participer à cette expérience avec moi. Une fois que nous eûmes effacé toute forme de modération, nous fûmes en émoi de constater qu'au lieu de ces vilaines formes étaient nées les courbures les plus belles qui soient.
Bon, les différences sont quand même, c'est quand même subtil, c'est difficile. Oui, mais il y en a. Il y en a. Parce qu'on n'est pas d'accord en plus. Mais je vous ai dit au départ que c'était une dégustation difficile puisqu'il n'y a que le terroir qui s'exprime ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un verre de Chassagne, dans un verre de Meursault et dans un verre de Puligny-Montrachet qui se distingue? Je trouve que Chassagne-Montrachet, c'est très intéressant au niveau aromatique, mais c'est celui qui a peut-être le moins de structure des trois. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que si je l'avais mis derrière, il aurait semblé peut-être plus petit. Le Meursault, c'est pour moi le plus costaud et c'est peut-être celui que vous avez préféré à la dégustation, tout simplement parce qu'il supporte mieux la dégustation pendant le repas. D'accord? Mais finalement, si vous regardez bien, c'est peut-être pas forcément le plus complexe au niveau aromatique. Et le Puligny, je l'ai mis donc en dernier pour une raison très simple, c'est que pour moi, ce vin-là, il a un très bon équilibre entre la structure et la complexité aromatique. Je pense que les deux sont assez proches, les deux premiers, Chassagne et Meursault, même si Meursault est un peu plus simple. Mais Puligny est quand même le plus minéral des trois. Et ça fait quand même une différence aromatique très importante. Et ces arômes minéraux, je les aime beaucoup dans les vins. Donc quand on me demande, moi, quels sont mes préférés parmi ces trois vins-là, eh bien je dis Chassagne pour ce soir, parce que c'est le plus prêt à boire, c'est le moins structuré, c'est celui qui a le plus avancé. Et Puligny pour demain, parce que je pense que Puligny risque d'être meilleur d'ici 6 mois, 1 an. Alors, ce qui veut dire que vous, à l'aveugle, comme ça, sans savoir ce que vous buvez, vous êtes capable de différencier un Puligny d'un Chassagne, d'un Meursault? Bien sûr, c'est parfois pas facile et il y a des millésimes qui sont, je dirais justement, plus facilement lisibles que d'autres. Vous savez donc que le réchauffement climatique n'est pas forcément une légende aujourd'hui et il y a certaines années où on peut avoir un peu trop de soleil finalement et où les raisins sont un peu trop mûrs. À ce moment-là, on perd un peu l'effet terroir. Et du coup, les vins peuvent être plus difficilement reconnaissables. Mais je pense que sur un millésime 2006, comme les 3 vins que vous êtes en train de goûter, ça reste relativement facile quand même. Ben écoutez, on va essayer de se souvenir de cette vraie carte d'identité que vous nous donnez, parce que nous repartons dès ce soir pour monter un peu plus au nord, en Vin de Loire, et pour aller visiter l'appellation Sancerre et son voisin. Mais écoutez, je suis à peu près certain que l'appellation Pouilly. Je suis à peu près certain que vous trouverez beaucoup de plaisir en dégustant ces vins-là. Donc bonne continuation à vous en tout cas. Merci beaucoup Guillaume. Je vous en prie. Merci. Merci Guillaume. Au revoir. Merci pour vos explications. Mais c'était un plaisir. Allez, regarde. Et repart avec la bouteille. Ils sont pas. Je veux bien récupérer la Meursault parce que j'aime bien la Meursault. Tellement t'es belle quand je bois.